Le rendez-vous de Sun City en Afrique du Sud est connu pour son caractère inclusif. Une des recommandations de Joseph Kabila Kabange, lui qui avait l'impérium du pouvoir, malgré les contestations qui fusaient de toutes parts. Il n'était pas question de laisser une frange de la population en marge de ces consultations de la dernière chance pour l'ère post-maréchal Mobutu Sese Seko. Environ 350 délégués se retrouvent dans cette cité balnéaire qui a tout pour permettre aux délégués de joindre l'utile à l'agréable. Voyons les différents épisodes qui ont ponctué la marche vers l'accord global et inclusif qui a permis au génie congolais de sortir la formule inédite du 1+4, un président de la République et 4 vice-présidents. Mais avant d'en arriver là, voyons ce qu'ont été les années qui ont précédé ce moment historique de la signature de cet accord, ancêtre de la Constitution qui régit notre pays aujourd'hui. Les années 1998 et 1999. Qu'est-ce qui est à la base du dialogue intercongolais? Évidemment, la guerre du 2 août 1998, commencée sous le couvert du Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD, renforcée peu après par le Mouvement congolais pour la libération, MLC. La République démocratique du Congo est ainsi répartie en 3 grands ensembles territoriaux sur lesquels chacun des belligérants majeurs exerce son autorité. Le gouvernement, le Rassemblement congolais pour la démocratie et le Mouvement de libération du Congo. Dans ces territoires occupés par ces 2 derniers, d'autres coins se retrouveront sous le contrôle des dissidences du RCD, le RCD-KML de Mbusa Nyamwisi et le RCD national de Roger Lumbala. D'où, pour résoudre tous les problèmes surgis du pays, la nécessité d'un dialogue national, évoqué dans l'accord de Lusaka au chapitre 5. Au point 5.2, il est dit « En vue d'aboutir à la mise en place du nouvel ordre politique et de la réconciliation nationale issue des négociations politiques intercongolaises, les parties congolaises s'accordent pour appliquer les principes suivants. 1. Le processus de négociations politiques intercongolaises doit inclure, outre les parties congolaises, à savoir le gouvernement de la République démocratique du Congo, le Rassemblement congolais pour la démocratie et le Mouvement pour la libération du Congo, il fallait inclure également l'opposition politique ainsi que les représentants des forces vives de la nation. 2. Tous les participants aux négociations politiques intercongolaises bénéficieront d'un statut identique. 3. Toutes les résolutions adoptées par les négociations politiques intercongolaises lieront tous les participants. Au point 5.3, la facilitation est confiée à l'Union africaine, tandis qu'au point 5.4 sont fixées ses charges. Et ces charges sont prendre tous les contacts utiles en vue de l'organisation des négociations politiques intercongolaises dans un cadre rassemblant toutes les conditions de sécurité pour tous les participants. Organiser en concertation avec les parties congolaises les consultations en vue d'inviter les principales organisations et formations de l'opposition politique, représentatives et reconnues, ainsi que les principaux représentants des forces vives de la nation. Enfin, conduire au regard du calendrier ci-après, les débats devant aboutir à la mise en place d'un nouvel ordre politique en République démocratique du Congo. Maintenant, au point 5.5, les parties prenantes conviennent, sans préjudice des autres points susceptibles d'être soulevés par les participants, que l'ordre du jour des négociations politiques intercongolaises porte sur le calendrier et les principes de procédure des négociations politiques intercongolaises, la formation de la nouvelle armée congolaise dont les éléments seront issus des forces armées congolaises, des forces armées du Rassemblement congolais pour la démocratie et des forces armées du Mouvement pour la libération du Congo. Le nouvel ordre politique en RDC, en particulier les institutions devant être mises en place en vue de la gouvernance en RDC, le processus des élections libres,
démocratique et transparente en RDC. Enfin, le projet de constitution devant régir la RDC après la tenue des élections. Pour l'opposition politique remobilisée par l'UDPS, sous le leadership d'Étienne Tshisekedi, les griefs retenus à charge du pouvoir AFDL aux affaires depuis le 17 mai 1997 sont essentiellement d'ordre politique, à savoir suspension temporaire des activités des partis politiques et réduction temporaire des libertés fondamentales, etc. Bref, pour cause de la guerre d'agression, sous couvert des rébellions, Mzee Laurent-Désiré Kabila va imposer sur le pays les mêmes contraintes aujourd'hui en application au Nord Kivu et en Ituri dans le cadre de l'état de siège. Pourquoi ces mesures conservatoires? La réponse est dans le bilan hérité du régime et du système Mobutu le 17 mai 1997. En voici un étalage partiel en 7 ans de transition à dater du 24 avril 1990. 5 textes constitutionnels, 4 institutions parlementaires, 12 premiers ministres, plus de 450 partis politiques, une fonction publique désordonnée, un appareil sécuritaire essentiellement répressif, armée, police, services de renseignement, un appareil judiciaire corrompu, des centaines d'organes de presse rattachés principalement à des acteurs politiques, des dizaines d'organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme, des centaines de syndicats ouvriers, ainsi de suite. Autant dire un pays où quasiment tout est à refaire. C'est lorsque l'État commence à se redresser que survient, malheureusement, la guerre du 2 août 1998. Une agression qui sera confirmée par la Cour internationale de justice, même si le Conseil de sécurité de l'ONU et tous les autres grands acteurs nationaux et internationaux s'abstiendront de l'admettre. Confiant dans la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, Mzee Laurent-Désiré Kabila sollicite et obtient de cette organisation sous-régionale le soutien militaire nécessaire pour faire face à ce qui va se révéler effectivement une agression. L'année 1999, c'est dans ce contexte que les négociations menées pendant cette période vont aboutir à la signature en 3 temps de l'accord de Lusaka. D'abord, le 11 juillet, par le gouvernement de la République ainsi que les témoins présents, en l'occurrence l'Angola, la Namibie, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Zambie, l'Union africaine, les Nations unies et la SADC. Ensuite, le 1er août par le MLC et enfin le 31 août par le Rassemblement congolais pour la démocratie, le RCD. L'année 2000. En juin 2000, alors que l'accord de Lusaka, qui est dans son fondement un accord de cessez-le-feu, est en vigueur, 2 des composantes belligérantes, le RCD et le MLC, voient leurs parrains respectifs se faire la guerre en pleine ville de Kisangani et encore à l'arme lourde. C'est la fameuse guerre de 6 jours, du 5 au 10 juin. Revenu à l'actualité avec l'affaire dite Constant Mutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux, soupçonné de tentative de détournement des deniers publics. Ces derniers sont constitués de fonds d'indemnisation en cours de versement par l'Ouganda. Pour rappel, en février 1999, la République démocratique du Congo avait porté plainte à charge de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi pour agression avérée sur son territoire, en référence à la guerre du 2 août 1998. Le Rwanda et le Burundi ayant récusé cette plainte, l'Ouganda seul va accepter de se plier à l'arrêt de la Cour internationale de justice. C'est ainsi que, depuis 2022, ce pays verse à la République démocratique du Congo une tranche annuelle de 65 millions de dollars américains. Cela en 5 annuités. En l'année 2024 est intervenue la 3e annuité. L'acceptation du versement des indemnités confirme donc, si besoin est, la thèse de l'agression. Année 2001. L'année 2001 commence très mal.
pour la République démocratique du Congo, particulièrement le peuple congolais avec l'assassinat du Mzee Laurent-Désiré Kabila le 16 janvier. Le 26 janvier, la Cour suprême de justice prend acte du serment d'investiture de Joseph Kabila Kabange en qualité de président de la République, le choix de sa personne pour la succession ayant été fait par le gouvernement le 18 janvier. Dans son discours d'investiture, le général-major Joseph Kabila prend l'engagement de relancer la facilitation de l'Union africaine pour le dialogue intercongolais. Président de la République du Botswana honoraire, M. Ketumile Masire reçoit ses assurances pour mener à bien sa mission. Les travaux préparatoires du dialogue intercongolais s'effectuent à Gaborone au Botswana au mois d'août. Le 15 octobre s'ouvre à Addis Abeba en Éthiopie, au siège de l'Union africaine, le premier round du dit dialogue. Le 25 février 2002 se tient à Sun City en Afrique du Sud le deuxième round du dialogue intercongolais consacré par la signature le 19 avril de l'accord de Sun City. Sont désignés à cette occasion président de la République, M. Joseph Kabila Kabange, président du Parlement, poste laissé au Rassemblement congolais pour la démocratie, et Premier ministre, chef du gouvernement, M. Jean-Pierre Bemba Gombo. La société civile acquiert la présidence de toutes les institutions d'appui à la démocratie. L'accord de Sun City est d'emblée contesté par le RCD et par l'UDPS, rejoint par le MLP. D'avril à décembre 2002, les tractations sont menées en interne et externe, si bien que les parties concernées vont se retrouver cette fois-là à Pretoria, où elles signeront le 17 décembre l'accord global et inclusif instituant le 1+4, un président de la République et 4 vice-présidents, comme mode de gouvernance institutionnelle. Année 2003. Le 2 avril, les parties signataires congolaises, en l'occurrence les composantes gouvernement RCD-MLC, opposition politique et société civile, et les entités RCD-KML, RCD national et Maïmaï, lèvent les grandes options pour l'ordre institutionnel. Président et vice-président de la République, Assemblée nationale, Sénat, gouvernement, armée, police, renseignement, ainsi de suite. Ainsi, pour la présidence de la République, il y a un président de la République maintenu en fonction en la personne de Joseph Kabila Kabange. Un vice-président de la République pour la composante RCD, chargé des questions politiques, juridiques et défense. Un vice-président de la République pour la composante MLC, chargé des questions économiques et financières. Un vice-président de la République pour la composante opposition, chargé du social. Et un vice-président de la République pour la composante gouvernement, chargé de la reconstruction. S'agissant particulièrement de la formation de l'armée, les FARDC, toutes les composantes et entités conviennent de ce qu'on appelle brassage et mixage. Voici ce qu'en dit le chapitre 6, si je ne m'abuse, relatif à l'armée. À l'issue du dialogue intercongolais, il y aura un mécanisme pour la formation d'une armée nationale, restructurée et intégrée, incluant les forces armées du gouvernement de la République démocratique du Congo, les forces armées du Rassemblement congolais pour la démocratie et les forces armées du Mouvement de libération du Congo, conformément au point 20 de l'article 3 des principes de l'accord de Lusaka. Dans un souci de paix, d'unité et de réconciliation nationale, le mécanisme précité devra inclure le RCD-ML, le RCD national et les Maïmaï, selon les modalités à définir par les institutions politiques de la transition issues du dialogue intercongolais. Une réunion des états-majors FAC, Forces armées congolaises, Rassemblement congolais pour la démocratie, Mouvement de libération du Congo, Rassemblement congolais pour la démocratie nationale de Roger Lumbala, et puis Rassemblement congolais pour la démocratie ML de Mbusa Nyamwisi, ainsi que les Maïmaï, sera convoqué avant l'installation du gouvernement de transition
Elle procédera à l'élaboration du mécanisme militaire. Dans un souci de paix, d'unité et de réconciliation nationale, le mécanisme précité devra inclure le RCD-ML, le RCD-N et les Maïmaï, selon des modalités à définir par les institutions politiques de la transition issues du dialogue intercongolais. Une réunion des états-majors Forces armées congolaises, RCD, MLC, RCD-N, RCD-ML et Maïmaï sera convoquée avant l'installation du gouvernement de transition. Elle procédera à l'élaboration du mécanisme militaire chargé de la formation des autres états-majors jusqu'au niveau des régions militaires. Il est indiqué, s'agissant de la désignation du vice-président pour la composante opposition, de rappeler l'acte posé par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, en envoyant en Afrique du Sud le pasteur Daniel Ngoï Mulunda avec son avion pour en ramener M. Étienne Tshisekedi, pressenti vice-président de la République. L'avion va rester 4 jours sur le tarmac à attendre l'opposant, drapé dans son refus. Voilà pourquoi, lorsque la transition 1+4 commence le 30 juin 1993, M. Étienne Tshisekedi est remplacé plutôt par M. Zaïdi Arthur Ngoma. Deux personnes, deux approches diamétralement opposées. Même si comparaison n'est pas raison, on se retrouve aujourd'hui devant deux hommes d'État, Joseph Kabila Kabange et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ayant deux approches différentes dans la recherche des négociations qui se posent au pays. Autant Joseph Kabila Kabange est souple dans la sienne, autant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est radical dans la sienne aussi. Joseph Kabila Kabange, militaire de son État, ayant conscience du prix de la guerre, s'engage facilement dans le dialogue pour épargner la population des affres de la confrontation armée. Félix Tshisekedi Antoine, civil de son État, n'ayant pas conscience du prix de la guerre, est visiblement à la recherche des victoires militaires sur le terrain, et ce, par essai et erreur. Après avoir détruit le corps d'armée, qu'étaient les forces armées de la République démocratique du Congo, il se lance dans le recrutement des forces négatives qui sèment la terreur dans les Kivu et leur collent le sobriquet de Wazalendo. Il s'appuie et enrôle dans notre armée nationale les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, ceux-là même qui ont commis le génocide de 1994 dans ce pays. Qui pisait, il engage des mercenaires, opportunistes de tous bords, défiant la convention de l'Union africaine sur l'élimination du mercenariat en Afrique, adoptée le 3 juillet 1977. Et toutes les initiatives du Conseil de sécurité des Nations Unies contre les activités mercenaires en tant que facteur d'insécurité et de déstabilisation en Afrique. Autant Joseph Kabila Kabange perçoit la réalité du terrain dans une sous-région des Grands Lacs où les présidents du Soudan du Sud, de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi sont des hommes rompus dans l'art de la guerre. Autant Félix Tshisekedi Tshilombo semble ne pas y faire attention, allant jusqu'à ignorer qu'à l'exception des chefs d'État de la Tanzanie, de la Zambie et de la République centrafricaine, deux autres restants, Angola et Congo-Brazzaville, sont aussi des militaires. Et quand les deux plus proches, leurs excellences Joao Lourenço et Denis Sassou Nguesso, conseillent aux Congolais le dialogue, c'est qu'ils en connaissent les vertus et les avantages. Voilà donc deux personnes et deux approches différentes. L'un est expérimenté, l'autre est un néophyte dangereux qui refuse tout conseil. Je m'appelle Barnabé Kikaya-Bin Karoubi, professeur à l'Université de Kinshasa, faculté des lettres et sciences humaines, département des sciences de l'information et de la communication.